nuit il fait froid. Il fait froid en cette nuit de janvier 1809. La mer est démontée et deux hommes luttent seuls dans une barque à la dérive. Cela fait maintenant 3 jours, 3 jours et 3 nuits qu'ils sont partis dans une petite embarcation dans l'espoir de rejoindre l'île de Jersey, qui n'est pas très loin, qui n'est pas si loin que cela des côtes françaises. 30 km environ. Par temps clair, on aperçoit Jersey. D'un seul coup, subitement, un des deux sur la barque est habillé en marin, l'autre est en costume bourgeois, on va dire. Les deux hommes sont épuisés, 3 nuits de mer, plus rien à manger, plus rien à boire, le gouvernail cassé, la voile déchirée, la barque part à la dérive durant 3 jours. Et soudain, le marin, épuisé, mais quand même se lève et aperçoit une côte. Et il crie: c'est Jersey, c'est Jersey. Le bourgeois, lui, ne peut presque plus bouger dans la barque. Il a les deux jambes quasiment gelées, presque paralysées par le froid. Il parvient à se traîner quand même. Il regarde la côte qu'il connaît bien, qu'il connaît si bien depuis son enfance. Et il pousse un cri d'effroi: malheur, malédiction. Les vents ne les ont pas conduits jusqu'à Jersey. La barque est partie à la dérive sur la mer, dans les flots. Et malheureusement, ce qu'il aperçoit, ce sont les côtes de France. Aussitôt, il dit au marin: prépare-toi, nous allons accoster. Nous allons accoster, puisqu'il le faut. Et lui rassemble le peu de force qui lui reste. Il prend des papiers qui sont cachés dans son manteau. Il roule ces papiers. Il les enroule dans une couverture, dans un morceau de cuir, plus exactement. Et il jette ces papiers. Il jette les papiers. Il jette les papiers à la mer. Il s'en débarrasse. Déjà sur la côte, des hommes s'affairent, les douaniers, un vieux curé, les douaniers, les gendarmes, se sont rendus compte de ce petit bateau qui dérive et qui inexorablement va venir s'échouer sur la côte. Et cela se produit, le petit bateau s'échoue sur la côte, les deux hommes sont sains et saufs mais quasiment mourants. Voilà, ainsi s'achève, je dirais plutôt exactement commence. Nous sommes le 9 janvier 1809, il est 9 heures du matin, l'affaire Chateaubriand commence. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à ceux qui m'écoutent. Je vois qu'il y a des personnes de connectées, c'est bien. J'espère qu'on m'entend. Odile, en tout cas, est là. Voilà. Euh, Très bien, très bien, très bien. Et voilà, donc vous aurez compris cette petite introduction. Je suis sans doute un mauvais conteur, un mauvais conteur, mais j'avais prévu une petite introduction un petit peu, voilà, comme ça, comment dirais-je, à la Alain Decaux, on va dire, un petit peu une sorte de conteur historique comme ça, à la Alain Decaux ou d'autres, pour dramatiser un petit peu la situation, je dirais, avec
vous aurez entendu, certains, je pense que ça devait fonctionner. J'ai eu du mal au début, et puis finalement, je pense que ça a fonctionné avec les bruits des vagues, avec les mouettes, je dirais, les bruits de la mer en toile de fond. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce que nous sommes le 9 janvier 1809, cette petite embarcation qui est une petite barque de rien du tout, dont gouvernail a cassé, voilà, aborde dans une petite localité de la Manche qui existe toujours, qui n'a probablement, je ne pense pas, changé de nom, qui s'appelle Bretteville-sur-Haye. Bretteville-sur-Haye, c'est de nos jours le département de la Manche. C'est toujours une petite localité d'à peine 400 habitants. Et donc, pour en revenir à mon histoire, très vite, les deux hommes sont interpellés par les douaniers, qui quand même s'étonnent de cette petite barque qui s'échoue à cet endroit. Euh, Très vite, ils sont emmenés, alors difficilement, car le marin peut encore marcher, mais le bourgeois ne peut plus du tout utiliser ses jambes, il faut le porter, il a même perdu connaissance dans le fond de la barque, et voilà. Euh, le premier homme est marin. On apprendra plus tard qu'en fait il n'était pas vraiment marin, c'était un agriculteur, mais qui connaissait sans doute très peu très peu la navigation maritime. Bon voilà, il se présente sous le nom de Jean Brien, qui est en réalité n'est pas son vrai nom. Euh, il s'appelle en réalité De Pagne. Le deuxième se présente comme un bourgeois, un négociant anglais du nom de John Fall. John Fall. Selon les auteurs, selon les historiens, on trouve John Fall Terrier. Bon, John Fall Terrier. Et ce monsieur dit résider depuis des années sur l'île de Jersey, qui, comme on le sait, est une île anglo-normande, une île britannique, et déjà bien entendu à l'époque de Napoléon, puisque nous sommes, encore une fois, sous 1809. Ce monsieur parle parfaitement, effectivement, parle anglais, et se dit s'appeler John Fall. Très bien. Son récit est tout simple. Ils sont venus, alors nous sommes dans la Manche, hein, ils sont venus sur les côtes françaises chercher des pierres. Bon, des pierres pour bâtir un mur, je ne sais pas, et remporter tout un stock de pierres, paraît-il, en barque à Jersey. Ils ont été pris dans la tempête, le gouvernail a cassé, et ils ont dérivé, et la barque est revenue, reflouée, sur. C'est venu, voilà, se fracasser pratiquement, même ils sont encore vivants, se fracasser sur les côtes de France. Cet homme, en réalité, ne s'appelle pas John Fall, il n'est pas anglais, il était marié avec une anglaise, mais lui-même n'était pas anglais, puisqu'il s'agit en réalité Armand de Chateaubriand du Plessis. On lit parfois de Chateaubriand du Plessis. Ainsi va débuter cette affaire Chateaubriand. Alors qui est je vais arrêter là mon récit pour faire une petite parenthèse sur Chateaubriand. Cet Armand de Chateaubriand, c'est tout simplement un cousin. Alors je vais l'appeler, pour plus faciliter dans mon récit, je vais l'appeler Armand. Comme ça, il s'appelle Armand. Voilà. C'est tout simplement un cousin, le cousin de, évidemment, François-René de Chateaubriand, qui lui est bien plus connu, puisque c'est l'écrivain français, auteur notamment des Mémoires d'Outre-Tombe. Ils sont nés la même année, en 1768 tous les deux, à Saint-Malo. Ils ont passé leur enfance, beaucoup de temps de leur enfance, évidemment, ensemble. Ils se connaissent depuis toujours. Et leurs parcours se sont un petit peu séparés. Armand de Chateaubriand, on le sait, aura très tôt un petit peu la vocation de l'écriture, et il me semble bien, avant même la Révolution, avant même le déclenchement de la Révolution française, il partira faire un grand voyage, un grand séjour
aux États-Unis. Il reviendra ensuite au moment pratiquement de la chute de la royauté en 1792. Armand a un parcours un peu différent. Il n'est pas il n'est pas le fils aîné de la famille. Armand avait un frère aîné. Armand avait un frère aîné, et comme c'était souvent le cas, très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, je dirais, dans ces familles nobles, petite noblesse ou autre, peu importe, nous sommes en Bretagne, hein, bon, Saint-Malo, voilà, il est natif de Saint-Malo. Eh bien, le fils aîné était destiné en quelque sorte au métier, ce qu'on appelait le métier des armes, et l'aîné et le cadet, c'est-à-dire notre Armand, lui, devait rentrer dans la prêtrise, devait rentrer dans les ordres. Sauf que ça ne le passionnait pas plus que ça, il était attiré par la mer, par la marine. Dans un premier temps, ça n'a pas été possible. Bien. Sauf que survient une catastrophe, son frère aîné, lui, entre dans la marine, part sur les côtes d'Afrique, en Afrique, bon, au large du Sénégal peut-être, à l'époque, il y avait déjà des expéditions, et malheureusement trouve la mort, son frère aîné se noie. Armand, lui, a toujours la vocation de la mer, et, bon, je dirais le deuil passé, s'adresse à son père en lui disant bon voilà, mon frère est mort, mais moi, j'aimerais bien toujours pouvoir entrer dans la marine. Et son père s'y oppose, s'y oppose fermement en lui disant non, il y a déjà eu un mort dans la famille, cela suffit, tu feras autre chose. Et le père va faire entrer son fils Armand dans un régiment d'infanterie, du Poitou Cotentin. Très bien. Il a 20 ans pratiquement, 1768, ça ne nous aura pas échappé. Nos deux cousins Chateaubriand ont à peine un an, même pas un an, 6 mois, à peine, un peu plus que Napoléon. Voilà, voilà. Ils ont 20 ans, la Révolution française, bien entendu, éclate. Chateaubriand, lui je vais l'appeler Chateaubriand, est aux États-Unis. Armand, mon personnage d'aujourd'hui, se trouve en France, toujours dans son régiment. Les choses s'enveniment, bien évidemment. 1792, c'est la chute de la monarchie, la proclamation de la République, bataille de Valmy, etc. Très tôt, compte tenu de la situation, Armand émigre, il part. Il rejoint ce qu'on appelle l'armée des princes. L'armée des princes, vous savez que ça se trouvait dans le nord de la France, à la frontière, qui espérait bien entendu pouvoir venir délivrer, pas tout seul évidemment, avec les Autrichiens, etc., venir délivrer Louis XVI et rétablir la monarchie en France. Bon, il est dans l'armée des princes, il y reste un certain temps, il participe au siège de la bataille de Thionville. Thionville, c'est le... Moi, je suis fâché avec la géographie, ne me demandez pas. Siège de Thionville, pardon. Il y participe, il est blessé, d'ailleurs, il est blessé. Armand. Chateaubriand, lui, revient des États-Unis entre-temps, il vient, lui, dans l'armée des princes aussi. Bon, il n'est pas forcément, d'après ce que j'ai lu, pas forcément très bien accueilli au début, mais bon, c'est une autre histoire. Armand, lui, est un fervent royaliste. Jamais il ne va varier dans son opinion, dans ses convictions. Nous sommes en 1792. L'armée des princes, comme on le sait, piétine, puisque les armées françaises, la France qui a déclaré, comme on le sait, la guerre à l'Autriche, etc., remporte les premières victoires, Valmy, Fleurus, que sais-je, moi je l'ai dit précédemment, hein, la Révolution française, c'est pas trop mon rayon. Enfin, on connaît quand même un petit peu tous cette histoire dans les grandes lignes. Lui s'enrôle en quelque sorte dans cette armée des princes qu'on va bientôt on appellera l'armée de Condé. Car c'est essentiellement le prince de Condé, le grand-père du fameux duc d'Enghien, dont j'ai parlé une fois, qui va diriger cette armée de Condé, mais bon, qui est un petit peu une armée un petit peu supplétive par rapport aux forces étrangères. L'Autriche, la Prusse,
la Russie, etc. Va s'ouvrir toute une période pour ces gens-là, je dirais toute une période d'errance. C'est une errance, évidemment, puisqu'ils sont partis de France. En France, que se passe-t-il? C'est la Révolution, les révolutionnaires, la terreur, Robespierre, le Directoire. Que se passe-t-il? Ces gens, ces nobles qui ont fui, qui ont immigré la France, leurs biens en France sont mis sous séquestre. Il y a ce qu'on appelle la vente des biens nationaux, des biens de l'Église, aussi des biens mobiliers et immobiliers des nobles. Donc débute pour une bonne partie de ces gens-là une certaine vie d'errance. Et même Chateaubriand, l'écrivain, quand il sera en Angleterre, se trouvera un petit peu dans la gêne, puisque comme d'autres, il sera obligé, un petit peu pour vivre, de donner des cours de français, de faire des traductions de livres, des livres en anglais de traduire en français, ou vice-versa. Voilà. Notre Armand, lui, vivote un petit peu comme ça, mais est toujours engagé dans l'armée des princes. 1792, 1795, comme on le sait, c'est l'échec du débarquement royaliste de Quiberon, débarquement qui était censé venir aider les Chouans, évidemment, les Chouans, la Vendée, puisque nous sommes en pleine guerre de Vendée contre les révolutionnaires de Paris, contre la République, la Première République, bien entendu. Armand n'y participe pas. Bon, toujours est-il que l'échec de, le débarquement de Quiberon est un échec, comme on le sait. Et voilà, les années comme ça sont des années d'échecs et il y a un petit peu de désillusion, mais lui ne perd jamais la flamme royaliste. Il espère toujours que le roi de France reviendra un jour. À partir de 1797, il va s'engager, il sera toujours dans l'armée des princes, mais il va participer à ce qu'on va appeler la correspondance des princes. Qu'est-ce que la correspondance des princes? Eh bien, c'était tout simplement les princes. Évidemment, c'était les princes Bourbons en exil, c'est-à-dire essentiellement les deux frères du roi, le comte de Provence, qui sera le futur roi Louis XVIII, et le comte d'Artois, qui sera le futur, comme on le sait, Charles X. Auxquels s'ajoutent les princes du sang, essentiellement le prince de Condé, qui mourra très vieux, je crois, son fils, petit-fils, le duc d'Enghien. Bon, ne parlons pas du futur Louis-Philippe Ier. Orléans, lui, c'est autre chose. Hein. Il sera en Angleterre, mais il fera un petit peu cavalier seul. C'est autre chose. Reste de ces princes du sang, la branche cadette Condé, c'est Pin de Conti. Conti ne partira pas, lui, Conti va rester dans ses domaines français. Je crois qu'il ne sera même pas exproprié et il y passera des jours tranquilles et il mourra, si j'ose dire, de sa belle mort. C'est le dernier des Conti. Enfin, de Conti, branche cadette des Condés. Très bien. Armand, lui, à partir de 1797, va participer donc à ce qu'on appelle la correspondance des princes, c'est-à-dire qui consistait à faire passer des messages des princes de la maison de Bourbon, futur Charles X, qui après s'est réfugié en Angleterre, comme on sait, en maintenant une petite cour de courtisans, d'ultras, ce qu'on appellera plus tard, sous la Restauration, les ultras royalistes. Des gens comme j'en ai parlé précédemment, Hyde de Neuville, Blacas, le duc de Gramont, tous ces gens-là, vieille noblesse française, très bien autour de Louis XVIII. Sauf que Louis XVIII, pour se maintenir en Angleterre, il était prétendant évidemment au trône de France, d'accord. Sauf qu'entre-temps, il y aura, comme on sait, l'instauration en France du consulat. Après le Directoire, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, le consulat, Bonaparte, évidemment, Bonaparte qui va devenir empereur Napoléon. Napoléon, que fait-il? Il y a la paix d'Amiens, signe un traité de paix. Bon, il y a le traité de Mortefontaine avec Joseph, avec les Américains, on sait tout ça. Bon, très bien. Traité de Fontainebleau, parfait. Traité d'Amiens avec les Anglais, une paix précaire, mais qui va durer un petit peu plus d'1 an. Bon, quand même, un an et demi. De ce fait, les royalistes, évidemment, sont quand même un peu, je dirais, désarçonnés. Beaucoup, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, beaucoup, finalement, vont rentrer en France, un peu, c'est le cas de Chateaubriand, vont rentrer en France un peu par nostalgie, un peu par tout
tout simplement par besoin financier, dans l'espoir de récupérer leurs biens que la Révolution leur a pris, bien entendu. Et puis aussi pour chercher des places. Chateaubriand, le premier, on le sait, rencontrera Napoléon, à ce moment-là encore premier consul, et obtiendra un poste de secrétaire d'ambassade à Florence en Italie. Très bien. Louis XVIII, lui, reste évidemment en Angleterre. Lui, naturellement, n'a absolument pas l'intention de reconnaître Napoléon. On sait, il y a la fameuse lettre, on sait que Louis XVIII écrit à Bonaparte. Il n'est pas encore né. Louis XVIII écrit à Bonaparte. Première lettre, Bonaparte ne répond pas. Louis XVIII, futur Louis XVIII, comte de Provence, attention, écrit une deuxième fois à Bonaparte en lui disant, en gros, général, vous avez pris le pouvoir en France, c'est très bien, vous avez mis fin à la Révolution, parfait. Maintenant, il serait peut-être temps, en quelque sorte, de vous effacer. C'est moi le roi de France légitime. Maintenant, il faut rétablir un régime stable en France. C'est moi, général, effacez-vous. C'était ce qu'on appelait, on a beaucoup très très souvent fait, tous les auteurs, les historiens ont souvent fait la comparaison entre le rôle de Bonaparte et le rôle que Louis XVIII aurait voulu lui faire tenir, c'est-à-dire le rôle du général romain pendant l'Empire romain, le rôle Cincinnatus, fameux général qui est dictateur pendant un certain temps, et une fois que le calme est rétabli à Rome, il repart, comme on a dit, il était reparti chez lui, dans ses champs, travailler dans les champs, il est reparti à sa charrue, Cincinnatus. En Angleterre, il y a eu le fameux général Monk, Monk qui aussi, après la Révolution anglaise, les troubles, Cromwell, etc., le roi d'Angleterre qui a été décapité, etc., le général Monk rétablit un peu d'ordre et tout, et puis il rentre chez lui, en gros. Très bien. Donc Louis XVIII, en gros, il écrit à Bonaparte, et puis il lui dit, général, très bien, moi je ne vais pas vous oublier, en gros, je vous récompenserai et tout, mais en gros, cédez la place, c'est moi le roi de France. Et on connaît la réponse célèbre de Bonaparte, qui va répondre, Monseigneur, je crois même d'ailleurs qu'il ne dit pas Monseigneur, il l'appelle Monsieur simplement. Il dit Monsieur, vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, vous devriez marcher sur 100 000 cadavres. La phrase est célèbre. Voilà. Donc partant de là, il n'y avait plus aucun compromis possible. Dans la foulée, Napoléon se fait couronner, se fait sacrer, empereur, on prend des Français. Donc il n'y avait absolument plus aucun retour en arrière. Et comme on le sait précédemment, en 1804 aura lieu l'exécution, l'enlèvement, puis l'exécution du duc d'Enghien, qui bien évidemment sera le point de non-retour, je dirais, entre les partisans du roi de France et bien évidemment les partisans de Napoléon. Donc voilà, pourquoi je reprends tout ça, c'est pour expliquer un peu quand même, reprendre un peu le contexte, et pour dire que Louis XVIII, à un moment donné, n'a plus, il a toujours cru peut-être en sa bonne étoile, je ne sais pas, mais il n'a plus de perspective, je dirais, à court terme, de rentrer en France. Il sait qu'il va rester en Angleterre. Plus, il n'a pas, comme on le sait, il n'a pas une santé de fer, il n'a pas d'enfant, voilà. Il y a aussi cette question-là. Louis XVIII entretient une petite cour, oui, une petite cour aujourd'hui, oui, d'accord, mais sauf que le gouvernement britannique finance en quelque sorte la présence de Louis XVIII sur le sol français, mais sur le sol anglais, pardon, mais lui demande quand même des contreparties. Quelles contreparties ? Les contreparties, c'est d'essayer de voir si un petit peu en France, il a encore des partisans royalistes. Donc, il doit payer, évidemment payer, c'est pas gratuit, entretenir des agents, des espions royalistes. Ces espions vont s'aventurer sur les côtes de France, en Bretagne notamment. Alors Fouché surveille évidemment tout ça. J'ai même lu il n'y a pas longtemps que Fouché surveillait même. C'était une véritable tentacule. Il y avait des réseaux partout, on le sait. Je ne sais plus comment l'a appelé l'historien de Varesquiel, c'est le fameux livre, c'est la pieuvre. Voilà, la pieuvre. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la pieuvre. Avec ses
ses adjoints, comme on le sait, le préfet de police, Réal, il sera préfet de police pendant toute une bonne partie de l'Empire. Il ne pourra jamais être ministre de la police, mais il sera préfet de police. Et lui, et l'autre, qui est un personnage assez étonnant, qui est le fameux Desmarest, ça s'écrit OST à la fin, Pierre-Marie Desmarest, alors qui lui dirige, il a écrit ses mémoires d'ailleurs, le livre s'appelle 15 ans de haute police. Pourquoi la haute police? À l'époque, on employait le terme haute police. La haute police, c'était quoi? C'était la police politique. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, Vidocq. On a vu Vidocq à la télé. Vidocq, lui, il courait après les assassins, après les bandits de droit commun. Vous savez, les fameux, notamment ce qu'on appelait les chauffeurs. C'est ceux qui brûlaient les pieds des gens ils brûlaient les pieds des gens dans les cheminées pour leur piquer leurs maigres économies. Desmarest, pas du tout. Oui, Desmarest commande, dirige tout un réseau qu'on a appelé de haute police, c'est-à-dire c'était la police politique. Il avait des espions, il avait des agents qui étaient chargés, bien évidemment, de démanteler notamment les réseaux royalistes. Et pourquoi je parle de Desmarais Je fais une petite parenthèse, j'ai parlé au printemps c'était au mois de mai-juin, mais juin-juillet dans mes vidéos précédentes, je vais faire un petit peu de... Je ne sais pas s'il m'écoute, mais je vais faire un petit peu de promotion. Pierre-Marie Desmarest a fait l'objet d'une publication il y a peu de temps d'un livre de la part d'un historien français qui s'appelle Vincent Eguélé. Moi, je l'ai appelé Vincent Egel, apparemment il faut prononcer Vincent Eguélé. Et il est originaire de l'Est de la France. Et Vincent Eguélé, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, il est conservateur de la bibliothèque de Versailles. Il est tombé par hasard un peu lors de ses recherches sur un manuscrit qui n'avait jamais été publié, un manuscrit de ce fameux Desmarest. Alors ce ne sont pas les mémoires de Desmarest, mais c'est un manuscrit, une fois à la retraite, si je puis dire, Desmarest a écrit, c'est une sorte de roman d'anticipation, pratiquement de science-fiction. C'est un roman qui se passe, une sorte de roman un peu bizarre, un peu fantastique, qui se passe en Afrique. Et je ne sais pas si c'est le titre d'origine ou si c'est Vincent Eguélé qui lui a attribué un titre, toujours est-il que ça s'appelle L'Empire savant. Et Vincent Eguélé, donc, a mis en forme, je dirais, ce manuscrit, qui n'avait jamais été publié, et donc a édité tout récemment ce livre, donc ce manuscrit de Pierre-Marie Desmarest, sous le titre L'Empire savant, et c'est paru à peine, c'est sorti l'année dernière. Vincent Eguélé a donné pour ceux que cela intéresserait, Vincent Eguélé a donné tout récemment, moi j'ai pas pu y assister, entre le Covid, etc., c'est pas facile, il a donné tout récemment à Paris une conférence à propos de son bouquin, conférence qu'on peut revoir en replay sur internet. Donc n'hésitez pas, moi je ne l'ai pas regardé, mais je pense que c'est très intéressant. Donc Desmarest. Alors pourquoi je parlais de Desmarest? Parce que lui, c'est la police politique. Alors tous ces hommes-là, évidemment Fouché et Réal, Desmarest, font la chasse au royalisme. Louis XVIII, lui, est obligé d'entretenir, pour pouvoir rester en Angleterre, un petit peu sous les... comment dirais-je, dans les petits papiers un peu du gouvernement anglais, il faut qu'il donne des gages quelque part. Donc il entretient ce qu'on appelle la correspondance des princes, c'est-à-dire de faire venir du courrier en France, établir des contacts avec des royalistes, certains qui sont restés dans leur château, des bourgeois sympathisants, etc., pour tâter un petit peu le terrain, pour voir un petit peu quelle est la température en France, savoir si tout le monde est favorable à Napoléon ou ne l'est pas, voir s'il est possible éventuellement de soulever un petit peu, par exemple une garnison ou quelque chose. Mais on sait qu'après les guerres de Vendée, après l'échec du débarquement de Quiberon, il n'y aura pratiquement plus rien. Napoléon s'installe. Alors évidemment, Napoléon, comme on le sait, va essuyer un certain nombre de... mais je ne vais pas parler de tout ça, va essuyer un certain nombre d'attentats. L'attentat de la rue Saint-Nicaise, les affaires Cadoudal, Pichegru, etc. Puis l'arrestation du duc d'Enghien, tout ça, ça se passe en 1802, 1804. La conspiration des poignards, comme on le sait, à l'opéra, la conspiration des pots de beurre, enfin il y en a une foultitude, il y en a une quantité. Ce qui fera dire une fois à Sainte-Hélène, comme on le sait, lorsque Napoléon sera à Sainte-Hélène, il se justifiera à propos
de l'arrestation et de l'exécution du duc d'Enghien, même s'il n'en est pas totalement responsable, puisque c'est beaucoup Talleyrand qui lui a un petit peu, je dirais, chauffé, un petit peu préparé le terrain là-dessus. Mais à Sainte-Hélène, Napoléon se justifiera. Il dira, bah oui, d'accord, il y a eu l'exécution du duc d'Enghien, très bien. Mais moi, premier consul, bon, il y avait des assassins, il y avait des poignards partout dans Paris pour m'assassiner. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Ces gens-là, Cadoudal, peut-être pas. Cadoudal, l'objectif, plus ou moins, était d'enlever Napoléon et de l'emmener, de le séquestrer, de l'emmener en Angleterre. Pas forcément de le tuer. Ce qu'il voulait surtout, c'était rétablir le roi de France. Donc, je reviens à mon personnage Armand. Lui va participer à cette correspondance des princes, c'est-à-dire acheminer du courrier en France, échanger des informations, essayer de se renseigner sur quel est l'état d'esprit d'une garnison, comment sont les fortifications de tel endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas débarquer à tel endroit, choses comme ça. Et entre 1797 et là nous sommes déjà en 1809, toutes ces années, Armand ne fera pas moins de 25 traversées, ce qui est beaucoup, j'ai pas fait de calcul, mais ça fait peut-être quasiment plus de 3 traversées parfois par an. Alors il fera la traversée évidemment pas d'Angleterre, il fera la traversée de Jersey, l'île de Jersey, qui se trouve à peu près on va dire à 30 km, de l'île de Jersey sur les côtes de France, sur les côtes de Bretagne. Donc pour acheminer ce qu'on appelle la correspondance des princes. Pourquoi je parle de Jersey? Voilà, Jersey parce que c'était ce qu'on appelait, entre guillemets, l'agence de Jersey. Voilà. Tout ce réseau royaliste, basé en Angleterre, était dirigé par un personnage apparemment pas très recommandable, ni très efficace, d'après ce que j'ai pu lire, a priori. Ce personnage c'était le comte de Puiset. Comte de Puiset, et comte de Puiset qui... Alors tous ces gens-là, même entre royalistes, comment dirais-je, se détestaient un petit peu, j'allais dire royalement pour faire un mauvais jeu de mots, se détestaient un petit peu entre eux. Et ce comte de Puiset il n'avait pas une très bonne réputation. Pourquoi? C'est parce que lors du débarquement de Quiberon en 1795, bah, en gros il dirigeait un peu le débarquement, sauf que quand il a vu que ça tournait mal, bah, lui est parti. Il s'est caché même sur un bateau, il s'est planqué pratiquement comment dirais-je, dans sa cabine. Il a eu peur pratiquement et voilà, il a très peu participé au débarquement de Quiberon. Il a fait preuve, je dirais plutôt au contraire de lâcheté, de couardise, donc il n'était pas vraiment très très bien vu. Mais Louis XVIII n'avait sans doute personne d'autre vraiment sous la main. Donc c'est toujours ce fameux comte de Puiset qui entretenait cette correspondance des princes. Cette correspondance des princes d'Angleterre transitait, donc pour venir en France, transitait par l'île de Jersey, évidemment, puisque c'était une île britannique. C'est pour ça que j'ai parlé de l'agence de Jersey. Et sur l'agence de Jersey, c'était un Français aussi qui dirigeait, une sorte d'adjoint en quelque sorte du comte de Puiset, c'était le prince de Bouillon. En fait, c'était un Latour d'Auvergne, petite noblesse française de la Tour d'Auvergne, mais qui se faisait appeler prince de Bouillon. C'est pas très important, mais c'était un fils naturel apparemment du dernier prince de Bouillon, quelque chose comme ça. Bon, personnage a priori pas très très intéressant. Sauf que, bien, vous pensez bien que quand vous vous appelez Puiset Bouillon, vous n'allez pas les débarquer sur les sur les côtes de France pour être arrêté par les gendarmes par les douaniers, les gendarmes napoléoniens. Donc il fallait trouver des agents. Certains ont tenté l'aventure, bon, ça a fonctionné un petit peu, pas toujours, voilà. Sachant que Fouché, lui, naturellement, la police de Fouché était très efficace et parvenait à arrêter les gens. Peu de temps avant le débarquement en 1809 d'Armand, a lieu une précédente affaire. Deux espions royalistes débarquent sur les côtes de France. Un certain un chef, on va dire, qui s'appelait Prigent. Il s'appelait Prigent avec son adjoint. Ils n'étaient sans doute pas que deux, mais c'était les deux principaux avec son adjoint qui s'appelait Bouchard. Oui,
sauf que tous les deux sont rapidement interpellés. Leurs bateaux, ils ne peuvent pas repartir sur les côtes de Jersey, il y a le mauvais temps, etc. Euh, ils sont faits prisonniers dans un champ, il y a des coups de feu d'échanger et tout, ils sont arrêtés, jugés rapidement, fusillés. Et Prigent, dans cette affaire, ne sera pas du tout, ne se conduira pas, on va dire, avec honneur, avec courage, c'est-à-dire que il sera prêt pratiquement, je dirais, pour sauver sa peau, pour sauver sa vie, car il sait qu'évidemment ses opposants royalistes étaient quasiment tous condamnés à mort. C'était la mort assurée. S'il y avait un tribunal, c'était sans appel. Pour espérer sauver sa vie, il va donner tout le monde, il va donner plein de noms. Voilà, malheureusement c'est humain, hein, ça s'est passé à d'autres époques, et alors il donne tous les noms. Et alors évidemment, Fouché avec ses amis, avec ses adjoints Réal et Desmarais, eux, ils se frottent les mains, bien entendu. Ils peuvent démanteler comme ça tout le réseau royaliste. Ce qui fait que notre comte de Puiset et Bouillon et Louis XVIII se retrouvent avec pratiquement plus personne sous la main. Louis XVIII, lui, voit très bien la situation. Hein. Il est en Angleterre. Il y aura d'autres tentatives. Il y en aura une un peu plus tard en 1812, mais c'est pareil. Un individu qui voulait agir, qui a agi seul, qui prétendait avoir tout un réseau royaliste à Paris, mais il n'en était quasiment rien. Et donc, il n'y a plus rien. Et nous sommes en 1808, 1809. Ça ne vous aura pas échappé. Louis XVIII, il voit bien. Alors certes, il y a la guerre d'Espagne, mais quand même, les années 1808, 1809, 1810, 1811, c'est les meilleures années, je dirais, de Napoléon. C'est ce qu'on appelle le Grand Empire. Napoléon, il a pratiquement atteint son objectif. Il a pratiquement atteint son but. 1810, c'est le mariage, évidemment, autrichien. Évidemment. Donc Louis XVIII, lui, voit ça de loin, il se dit, à un moment donné, il a dû se dire, c'est la partie elle est finie, la partie est perdue. L'usurpateur se marie avec une descendante, avec une nièce de Marie-Thérèse, qui avait quand même été l'épouse du roi de France, Marie-Antoinette plus exactement. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Napoléon est au pouvoir, il y est peut-être pour longtemps. Finalement, les événements évidemment, vont jouer après en faveur de Louis XVIII, ils vont jouer pratiquement tout seuls, puisque, comme on le sait, Napoléon se lancera dans cette désastreuse, on peut dire, aventure de la campagne de Russie, et ça sera le commencement, le début de la fin. Mais en attendant, lorsque nous sommes en 1808-1809, le comte de Puiset, qui s'occupe de cette correspondance des princes, qui s'occupe de ce réseau de royalistes de Louis XVIII, il n'a personne sous la main. Alors lorsque se présente Armand arrive, il était toujours là. Entre-temps, il s'est marié. Alors lui s'est marié avec je pense qu'elle devait être anglaise, ça peut prénommer Génie. Elle était native, elle était née sur l'île de Jersey. Sur l'île de Jersey. Et ils auront un fils prénommé Frédéric. Voilà, Frédéric que Armand appellera, je dirais affectueusement, d'un diminutif Fédo. Moi j'ai lu ça dans un livre, mon petit Fédo, voilà, Frédéric. Très bien. Donc Armand, lui, il a déjà fait 25, comme je le disais pratiquement, 25 traversées, Jersey, Côte-de-France, mais la plupart du temps, c'était pas vraiment pour lui avoir un rôle actif, il avait essentiellement un rôle de convoyeur. Il transportait du courrier, il transportait des espions royalistes, il est débarqué sur les côtes de France la nuit, etc. Et ensuite il est embarqué, il ramenait ces gens-là à Jersey. Et c'est là que Armand a gagné son surnom qu'on lit sous la plume de plusieurs écrivains, plusieurs historiens. Armand sera surnommé l'ami des vagues. L'ami des vagues. Comme on le sait, les côtes de Bretagne, la Manche, l'Atlantique n'est pas toujours, évidemment, c'est pas la Méditerranée. Bref, c'est une mer, surtout à cette époque, qui n'était pas toujours facilement. Moi, je connais pas du tout la Bretagne, mais il y a beaucoup de récifs, etc. Et c'est pas forcément toujours très navigable. Donc lui, s'en est toujours très bien sorti, et on le surnommait. Il avait été surnommé l'ami des vagues. L'ami des vagues, très bien. Bon, contrairement à Chateaubriand, son cousin,
qui lui a été surnommé, ce que j'ignorais d'ailleurs, mais bref, c'est un autre sujet, surnommé l'Enchanteur. Je renvoie aux fans de Chateaubriand. je, je ne connais pas. Donc en 1800, alors 1808, c'est l'affaire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'arrestation de deux espions royalistes, Prigent, Prigent Bouchard. Prigent se déballonne, il donne tous les noms et tout le réseau est démantelé par Fouché. Fouché et ses adjoints, on va dire, le fameux Desmarest, voilà, très bien, très bien. Tout le monde est guillotiné joyeusement, quelques-uns sont peut-être déportés, que sais-je. Il y avait quand même pas que des exécutions, hein. Il y avait des peines de prison, etc. Bon, bah, bref. Là-dessus, Armand arrive. J'ai noté quelques dates quand même pour pas m'y perdre, mais c'est pas au niveau des dates, c'est pas très très important. Armand va faire un premier débarquement en septembre, un petit peu de temps avant, en septembre 1808. Septembre 1808. Cette fois-ci, je pense un peu plus bas sur la côte, hein, une localité qui existe toujours, qui s'appelle Saint-Cast. Moi je connais pas la Bretagne, qui s'appelle Saint-Cast, Saint-Cast-le-Guildo. Saint-Cast-le-Guildo, ce n'est pas la Manche, c'est pas le département de la Manche, c'est le département des Côtes d'Armor. On appelait avant les Côtes du Nord, devenu Côtes d'Armor, voilà, très bien. Saint-Cast-le-Guildo. Oui, Armand débarque avec un comparse, je crois, il débarque, c'est très bien. Il va être hébergé, alors il cherche des contacts sur place, c'est pas facile, il est tout seul, hein, il débarque pratiquement tout seul, incognito. Mais il sait qu'il peut être reconnu parce que les réseaux, les espions, les agents de Fouché le connaissent. Bon, il est susceptible d'être arrêté. Il trouve refuge chez un monsieur qui a une grande propriété, qui est un certain Boisé-Lucas. Boisé-Lucas, très bien, qui va l'héberger pendant des jours et des jours. Très bien, sauf qu'à un moment donné, bah, Armand n'a aucun contact avec la population de la Bretagne, ne peut pas établir pratiquement des contacts sur place. Il s'aperçoit pratiquement que sa situation est sans issue et que comment dirais-je, que sa mission finalement est un échec. Sa mission est un échec, pratiquement. Bon. Il veut repartir. Il était convenu que le bateau avec lequel il était venu le ramène. Sauf que le bateau dirigé, sauf erreur, commandé par un certain Quintal, bah, le bateau, quand Armand est au rendez-vous de nuit sans doute ou très tôt le matin sur la plage de Saint-Cast-le-Guildo ou un peu plus loin, bah, le bateau Quintal, le bateau n'est pas là, pas de bateau, pas. Il a eu lui aussi des problèmes, des difficultés sur la mer entre la côte française et Jersey, voilà, et on apprendra un peu plus tard que le bateau de Quintal finalement sera arraisonné en quelque sorte, il sera arrêté par les douaniers français. Donc Armand se retrouve, je dirais, en quelque sorte, il est pris dans une nasse, il est pris dans une souricière. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient se cacher chez Boisé-Lucas. Il n'a pas d'autre alternative. Il est malheureusement, il est obligé de rester caché dans la clandestinité. Il ne peut pas retourner à Jersey. Ça, c'est fin 1808. Entre-temps, il avait quand même dépêché deux personnages pour obtenir des renseignements, pour essayer de tâter un petit peu le terrain sur la situation, sur la ferveur royaliste des choses comme ça. Un personnage qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Goyon, mais les noms ne sont pas forcément très très importants. Alors Goyon, c'est un agent royaliste aussi, qui lui se met au service d'Armand, et lui va aller jusqu'à Brest. Il va à Brest, il va essayer de repérer un petit peu le terrain, il prend des dessins, il fait des dessins et tout, des fortifications de Brest. Ça, c'était pour voir éventuellement s'il était possible d'envisager le débarquement d'une armée britannique sur les côtes de France. Ça ne se fera pas, nous sommes en 1808, 1809, ça ne se fera pas. Voilà, 1808, 1809, il y a la guerre en Espagne, ce qui va se passer, c'est surtout Wellington qui va débarquer au Portugal et en Espagne. Il n'y aura jamais de débarquement anglais sur les côtes bretonnes. Hein. Bon, très bien, voilà. On va pas faire d'histoire fiction. Bon,
Voilà, il regarde les fortifications de Brest et tout, il établit un rapport qu'il remet, il revient à Saint-Cast, qu'il remet à notre Armand. Très bien. Il cherche quelqu'un qu'il ne trouve pas difficilement pour aller à Paris, voir un petit peu la situation dans Paris, qu'en est-il, qu'est-ce que les Français pensent de l'empereur, est-ce qu'il est populaire, est-ce qu'il est un petit peu moins, voilà, voilà. Il ne trouve pas vraiment quelqu'un. Et il y a un petit jeune qui lui se porte volontaire, c'est le fils, tout simplement, de Boisé-Lucas, de monsieur qui héberge Armand chez lui. C'est le fils. Alors, le fils, il a 20-25 ans à peine, il est plein d'enthousiasme, un peu naïf, un petit peu coureur de jupons, très bien. Et lui, l'occasion qu'il voit, ce qui l'intéresse, c'est d'aller à Paris. C'est de monter à la capitale en quelque sorte, d'aller compter fleurette un petit peu à Paris, etc. Ce qui ne l'empêchera pas quand même de faire un travail sérieux, je dirais, d'espionnage, on va dire, sur place. Le Boisé-Lucas, il se prénommait Maxime, sauf erreur, le fils, Boisé-Lucas, part à Paris, il va y rester un certain temps, il ne se fait pas remarquer, très peu, passe relativement inaperçu. Il regarde un petit peu une garnison de Paris, quel est l'état d'esprit des soldats, etc. Il fait un rapport. Il fait un rapport. Il aura des contacts aussi à Paris avec un personnage dont je connaissais vaguement, mais qui s'appelle, un monsieur qui était âgé, qui s'appelait l'abbé Sicard. L'abbé Sicard. L'abbé Sicard, c'est un précurseur en quelque sorte, précurseur du, comment on appelle ça, du langage des sourds-muets. Langage des sourds-muets. Comme on sait, après, comment il s'appelle, il y aura Louis Braille, hein, notamment, voilà. Mais là, l'abbé Cigare, il s'occupait d'un orphelinat, quelque chose comme ça pour les sourds-muets, et le fils Boisé-Lucas est très bien accueilli par Sicard, qui lui était un prêtre, mais qui était un prêtre fervent royaliste, évidemment. Voilà, voilà. Le fils Boisé-Lucas revient à Saint-Cast, très bien. Armand, lui, donc, a ses deux rapports. Il a au moins ça, il n'a pas tout perdu. Il a le rapport de Brest, il a le rapport de Paris. Très bien. Sauf que le bateau qui doit le ramener à Jersey n'est toujours pas là. À un moment donné, la situation devient, je dirais, presque intenable. Et Armand se décide, aidé par Boisé-Lucas qui le finance sans doute, qui le finance un petit peu, du moins il l'héberge. Armand se décide à partir de lui-même, de sa propre initiative. Alors il faut trouver un marin, mais ils vont trouver un homme dont j'ai cité le nom au début qui s'appelait Depagne. Depagne alias Jean Brien, c'est un homonyme, mais qui lui sera recruté comme ça dans une taverne, mais qui connaît très peu. Il connaît très peu la marine. Ce qui l'intéressait, lui, c'est d'être payé. Ah, il voulait être payé. Ils vont lui dire, voilà, tu vas devoir convoyer un monsieur. On ne lui dit pas son vrai nom, on lui dit c'est un Anglais qui s'appelle John Fall. Ouais, très bien. Lui, il ignore même qu'il s'appelle Armand de Chateaubriand. Très bien. Mais on lui dit, rassure-toi, ce monsieur, il a déjà voyagé. Si toi, tu sais pas t'occuper du bateau, lui s'en occupera, c'est très bien. Alors, les voilà tous les deux qui partent, trouvent une barque, ils équipent un peu la barque, il y a le gouvernail, il y a les hop, les voilà partis. Oui, mais sauf que, qu'est-ce qui se passe? La mer et le temps est très mauvais, déchaîné, etc. Très bien, je vois l'heure qui tourne, c'est très bien, je pars. Excusez-moi. Ils vont errer comme ça pendant 3 jours de mer. Ils vont s'approcher à un moment donné, ils vont s'approcher très très près. Armand, lui, connaît très bien les côtes de Jersey, puisqu'il a fait 25 allers-retours, pensez bien. Et puis il était né à Saint-Malo et connaissait les côtes, évidemment, il connaissait très bien la navigation. Il s'en approche très près. Oui, mais il y a des vents contraires, ils sont sur leur espèce de petit rafio qui ne vaut rien du tout, le gouvernail casse, etc., comme j'ai dit au début, la voile, n'en parlons pas, se déchire que c'est, et les voilà qui refluent sur les côtes de France. Nous en arrivons donc à ce que je disais tout à l'heure, le 9 janvier 1809. Il se retrouve sur les côtes de France. Armand, voyant qu'il est perdu, il se sait perdu. Il se sait puisqu'ils vont se retrouver de nouveau sur les côtes de France. Enroule ses papiers dans un morceau de cuir, jette les papiers compromettant le rapport de Brest et le rapport de Paris. Il va jeter tout ça à la mer. Ils sont arrêtés par les douaniers. Dans un premier temps, conduit à Saint-Lô, sauf erreur. Saint-Lô, il y a un premier interrogatoire. Voilà, et ensuite transféré au tribunal de Rennes. Depagne, lui c'est un peu le dindon de la farce dans l'histoire, il n'a pas vraiment grand chose à se reprocher. Il sera condamné à 6 mois de prison. Et lui est honnête quelque part, il dit, bon moi Jean Brien c'est un homonyme, voilà.
C'est l'autre monsieur, là, qui se prétend anglais, qui m'a dit de m'appeler comme ça, Jean-Briand. En réalité, je m'appelle Depagne. Mais alors lui confirme la version, puisqu'il n'en connaît pas d'autres. C'est le principe du cloisonnement, quelque part, des réseaux d'espionnage qu'on retrouvera pendant la guerre. Ça fait penser, toute proportion gardée, je dirais, à l'Armée des Ombres, le film L'Armée des Ombres, où les gens, entre réseaux, en France par exemple, notamment, ne se connaissaient pas vraiment, évidemment, pour éviter de démanteler tous les réseaux, comme notamment le fameux Prigent tout à l'heure. Depagne, lui, ne connaît Armand que sous son nom anglais de John Fall. Donc il dit, oui, ce gars-là, moi, il est anglais, il s'appelle John Fall. Bon, donc dans un premier temps, au tribunal de Saint-Lô, là, le militaire, son officier militaire, qui interroge évidemment Armand, il est un petit peu dubitatif. Il se doute de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce type-là Armand est recherché de partout, mais il n'arrive pas en quelque sorte à le confondre. Sous ses entrefaites, il arrive en prison, enfin pas en prison, il n'était pas prisonnier, arrive au tribunal un certain Lelièvre, un homme qui s'appelle Lelièvre, qui était un espion de Fouché, un homme de Fouché, qui avait séjourné pendant un certain temps à Jersey et qui connaissait l'apparence physique, qui connaissait le visage de Chateaubriand. Et un jour, il voit dans la cour du tribunal pratiquement Chateaubriand qui est emporté, parce que Chateaubriand a toujours les jambes presque handicapées à la suite de ce que j'ai raconté au début. Il a du mal à marcher, il ne peut presque pas marcher tout seul. Hein. Et dans la cour du tribunal, et le lièvre voit Chateaubriand, et il s'exclame, mais cet homme-là, il n'est pas anglais, c'est Chateaubriand, je le reconnais parfaitement. Donc, le système de défense d'Armand tombe, il est confondu, c'est bien Armand de Chateaubriand. Alors évidemment, très rapidement, Fouché est informé, Chateaubriand, tout le monde est arrêté, Depagne, Quintal, j'en ai parlé, Goyon qui est allé à Brest, le jeune, le fils Boisé-Lucas qui voulait aller courir les filles à Paris, qui aurait me fait rester tranquille. Tout ce joli petit monde est transféré de Saint-Malo à Rennes, et ensuite, fin d'année, fin d'année 1808, ou début janvier, je ne sais pas exactement les dates, mais peu importe, à Paris, en 1809. Très bien. 1809, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est vraiment le calendrier qui un petit peu je dirais, qui se télescope et qui ne va pas jouer malheureusement, fatalitas, je dirais fatalitas, qui ne va pas jouer pour Armand. C'est qu'à ce moment-là, la guerre d'Espagne, comme on le sait, a commencé en 1808 et on tombe pratiquement en janvier 1809, la période où Napoléon se trouve en Espagne, à Madrid. Ça commence à pas marcher très bien. Napoléon va aller lui-même commencer à rétablir de l'ordre en Espagne. Très bien. Sauf qu'une fois que l'empereur aura le dos tourné, on sait que les maréchaux ne s'entendent pas entre eux, etc. Et la guerre d'Espagne, finalement Wellington va progresser et on sait que la France, finalement, perdra cette guerre d'Espagne. Mais là, nous n'en sommes qu'au début. Pendant que Napoléon se trouve à Madrid, etc., lui, évidemment, Napoléon a des agents à Paris. Il sait qu'à Paris, que se passe-t-il? Il y a deux personnages fort connus qui eux sont à Paris, évidemment, qui s'appellent Talleyrand, ministre des Relations extérieures, ministre qu'on appellera plus tard, comme on sait, juste une petite parenthèse là-dessus, ministre des Affaires étrangères, hein, on le sait, mais à l'époque on disait c'était le ministre des Relations extérieures. Et c'est curieux d'ailleurs comme l'histoire peut se répéter, car ce titre, hein, on le sait, ministre des Relations extérieures, reviendra en France peu de temps, en 1981, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Hein. Quand François Mitterrand est élu, il y aura un ministre des Relations extérieures. On appellera ça ministre des Relations extérieures. Il y a eu Claude Chesson notamment. Bref. Après, on reviendra au titre classique de ministre des Affaires étrangères. Bon, peu importe, refermons la parenthèse. Talleyrand, des Affaires étrangères, Relations extérieures, Fouché, ministre de la police. Police générale, très bien. Ces deux-là sont en train un petit peu de comploter tous les deux en l'absence de Napoléon. Sauf que Napoléon, lui, il a quand même ses agents, il est loin d'être bête. Il est informé de ce que les deux autres sont en train de fomenter, qui étaient déjà plus ou moins peut-être en train d'envisager de le remplacer. Le courrier ne passait pas forcément très très bien. Il y a même eu des rumeurs, je crois, à un moment donné, comme quoi que Napoléon aurait été tué en Espagne, à Madrid. Ce qui se passera, on le sait,
J'ai parlé de la campagne de Russie au moment de l'affaire du général Malet qui voulait faire croire à tout le monde à Paris que Napoléon avait été tué sous les murs de Moscou. Napoléon, quand ça arrive à ses oreilles, ces histoires, il rentre. Bon, en Espagne, il a réglé à peu près la situation, provisoirement. Il rentre précipitamment à Paris, et c'est là que va se produire la fameuse algarade entre Napoléon, qui est fort connue, quand il s'adressera à Talleyrand en lui disant mais vous êtes détestable, vous avez trahi tout le monde, vous vendriez votre père, votre mère, que sais-je, vous êtes de la merde dans un bas de soie. Talleyrand répondra grand homme, mais comment peut-il être aussi comment un grand homme peut être aussi vulgaire, aussi grossier, voilà. Alors lui, Talleyrand est mis un petit peu en disgrâce sur la touche. Pas énormément, il va perdre son rôle de chambellan, je crois, mais il est quand même toujours payé, il est pas malheureux. Fouché, Fouché, il est un petit peu sur la sellette, Fouché. On sait qu'il avait déjà été, à un moment donné, il sera plus, voilà, il avait déjà été en disgrâce. On sait qu'il a mené des négociations en sous-main, sans que l'empereur en soit informé, des négociations avec l'Angleterre, précédemment. Donc, Napoléon avait besoin de Fouché, mais il avait sans doute une confiance très limitée en lui. Simplement, il avait besoin de ses réseaux, d'informateurs, de mouchards, comme on disait, de policiers. Fouché, pour redorer un petit peu son blason, qu'est-ce qu'il va faire pour sauver la face, pour se sauver, puisqu'il voit que Talleyrand est un peu sur la touche. Fouché va monter en épingle, ça tombe très bien pour lui, cette affaire d'Armand Chateaubriand tombe très bien pour lui, il va monter cette affaire en épingle. Il va faire un peu de zèle pour montrer à Napoléon, regardez sire, regardez, voilà ce qui se passe. Il y a eu Préjean, Quintal, moi je les ai fait arrêter, hop, ils ont été fusillés rapidement. Et puis là, on vient de prendre Armand, qui est un gros poisson, qui est pratiquement le dernier opposant royaliste à faire la traversée Jersey-Côte de France. Moi, ça y est, il dit, moi j'ai arrêté Armand, c'est très bien. Fouché fait venir Armand à Paris, et, chose qui est sans doute quand même peu commune, ce qui prouve qu'il attachait de l'importance à cette affaire, c'est que Fouché interroge personnellement Armand. On a le compte-rendu de l'interrogatoire. Il pose des questions, que faisiez-vous, etc., etc. Très bien. Armand est confondu, comme je l'ai dit, parce qu'un agent, un certain nommé Lelièvre, l'a reconnu, il le connaissait à Jersey, il l'a reconnu. Mais surtout, ce qui va perdre totalement Armand, c'est que les papiers qu'il a jetés lors de cette nuit terrible en mer, il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire, il avait les deux jambes complètement paralysées. Les papiers qu'il a jetés en mer, enroulés dans un morceau de cuir, eh bien les papiers n'ont pas été perdus en mer. La mer a rejeté les papiers un peu plus loin, sur la côte, voilà, dans les galets, que sais-je, les papiers qui sont récupérés par des douaniers. Les papiers sont lisibles. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces papiers? On trouve ce qu'on appelait la correspondance des princes, et dedans, on va trouver le rapport, donc l'adjoint d'Armand, celui qui a été étudier les fortifications de la ville de Brest, et le jeune Boisé-Lucas qui est venu faire sa petite enquête à Paris. Alors là, c'est terminé. Armand, lui, fait preuve de courage. Il avoue, oui, je suis un opposant royaliste, voilà, c'est vrai, tout ce qui est dit est vrai, je n'ai pas l'intention de démentir tout ça, c'est parfaitement exact. Et à ce moment-là, il a eu une attitude très noble, c'est-à-dire qu'Armand a surtout voulu défendre ses comparses plus que lui, car lui, il se savait perdu. Donc il va plutôt essayer d'intervenir un petit peu en faveur des autres. Ça marchera assez bien. Bon, Goyon, Quintal, tous ces gens-là sont fusillés rapidement. Le jeune Boisé-Lucas, lui, écopera que 2 ans de prison, je crois, compte tenu de sa jeunesse et sans doute un petit peu de sa naïveté, il y échappera. Il se mariera et ensuite il reviendra, lui, à Saint-Cast-le-Guildo, chez son père. Il aurait mieux fait rester tranquille. Mais bon, il va faire 2 ans de prison pratiquement, et puis c'est-à-dire De Pagne, qui lui n'était pour rien, il était juste sur le bateau pour emmener Armand à l'île de Jersey, fera 6 mois de prison. C'est pratiquement tout. Voilà. Bon, évidemment, ce qui intéresse surtout Fouché, bien évidemment, c'est Armand. Cette affaire va se terminer tragiquement pour lui, malgré l'intervention de Chateaubriand, comme on sait, le cousin d'Armand,
Chateaubriand qui va tenter d'intervenir, qui va écrire. Alors là, les versions divergent un petit peu. Selon les auteurs, Chateaubriand écrit une lettre, une sorte de supplique à Napoléon. Selon les auteurs, Napoléon, qui ne portait pas Chateaubriand, sans doute, c'est le moins qu'on puisse dire, dans son cœur, Napoléon ne lit même pas la lettre, il la jette dans le feu. Ça peut être assez plausible. On sait que Napoléon, parfois quand il lisait un rapport ou un livre qui ne lui plaisait pas, ça s'est rapporté par Frédéric Masson, je crois notamment, bah, le bouquin, il le jetait dans le feu. Hein. Ça, c'était très très... ça pouvait arriver fréquemment. Hein. Il y a tout à fait des témoignages avérés là-dessus. Donc la lettre de Chateaubriand, Napoléon ne la lit pas, bref. Il y a d'autres versions. Bon, d'autres historien qui dit que Chateaubriand intervient par l'intermédiaire de Madame de Rémusat. Ça arrive jusqu'aux oreilles de Joséphine, qui à ce moment-là est encore impératrice, nous sommes en 1800, de Joséphine, et de sa fille, Hortense de Beauharnais, qui tentera d'intercéder un petit peu en faveur d'Armand de Chateaubriand. Mais Napoléon ne se laissera pas fléchir. Pourquoi? Parce que dans cette lettre, l'erreur qu'il commet, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, l'erreur que Armand commet, c'est de demander justice, justice et grâce. Demande justice et grâce. Et Napoléon, en lisant ça, alors les versions divergent. Hein. Un historien va dire il lit pas la lettre, il a dans le feu. Un autre va dire il le lit ou on lui fait lire, on lui lit la lettre. Et Napoléon pique une rage folle pratiquement en disant mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Il demande justice et grâce. Grâce, admettons. Napoléon a gracié d'autres personnes, comme on le sait, il souhaitait plus ou moins gracier à l'époque Cadoudal. Cadoudal, ça s'est pas fait, finalement il a été guillotiné. Mais Napoléon envisageait de le gracier. Grâce, admettons, on a pu admettre. Bon, grâce. Mais justice, quelle justice? Il ne pouvait pas y avoir de justice envers un opposant royaliste qui souhaitait, non pas peut-être la mort, mais qui souhaitait la fin du régime, bien entendu, napoléonien, et le rétablissement d'un roi sur le trône de France. C'était donc un opposant. C'était un opposant politique et un opposant aux besoins par les armes, puisque ces gens-là venaient en France, notamment en Bretagne, etc., pour essayer de soulever un soulèvement populaire du peuple, pourquoi pas une garnison, etc. Donc pour Napoléon, c'était une rébellion, c'était une sédition, je dirais, envers son pouvoir. Donc justice, il ne pouvait pas être question de justice. Ça a été vraiment sans doute ce qui l'a motivé. Et Armand et ses comparses sont traduits rapidement devant un tribunal militaire. Bon, certains sont graciés, d'autres font un peu de prison, etc. Et Armand et les deux autres principaux protagonistes, qui sont Goyon, si je ne m'abuse, Goyon et Quintal, sont condamnés à mort. Ils sont emportés, ça se passe un vendredi saint. 31 mars 1809. Vendredi saint. Ils sont emportés non loin de Paris, hein, ou même peut-être maintenant c'est dans Paris intramuros, hein, je ne sais pas, ce qu'on appelait la plaine de Grenelle. La plaine de Grenelle, c'est là qu'ont été fusillés d'autres personnages. Hein. On parle du duc d'Enghien, lui à Vincennes. Maréchal Ney, c'est bien possible. Voilà. Plaine de Grenelle, c'est là où il y avait dans le temps, ça ne doit plus exister, il y avait le mur des fermiers généraux. Vous savez, il y avait les fermiers généraux quand ce qu'on appelait la barrière des fermiers généraux, la barrière de l'octroi, quand les commerçants voulaient rentrer dans l'enceinte de la ville de Paris, il fallait payer des taxes. Évidemment, il fallait payer des taxes déjà. En France, on paye toujours des taxes, hein. On paye toujours des impôts en France, hein. On le sait. Et c'est les fermiers généraux qui collectaient l'argent, les impôts du roi de France à l'époque. Donc, ce qu'on appelait ça le mur des fermiers généraux. Et Armand est fusillé avec les deux autres. Voilà. Et alors ça c'est rapporté par Chateaubriand, son cousin, dans les mémoires d'outre-tombe. Chateaubriand, entre-temps, avait été éloigné. Napoléon l'avait éloigné, il en avait un petit peu assez de le voir. On sait qu'il a fait saisir son journal, le Mercure de France. Très bien. Il l'a envoyé se faire voir un petit peu à la campagne. Et Chateaubriand avait acheté pas très très loin de Paris un domaine qui s'appelait la Vallée aux Loups. Chateaubriand, lui, est prévenu que son cousin a été arrêté, que son cousin est jugé à Paris. Bon. Chateaubriand raconte ça dans les mémoires d'outre-tombe. Il ne trouve pas de voiture, hein, de carrosse, on va dire, pour le faire venir à Paris. Et Chateaubriand raconte que lui, il vient à pied pratiquement en courant, il arrive en sueur, et quand il arrive, c'est trop tard. Son cousin a déjà été
a déjà été fusillé et Chateaubriand nous dit que son cousin avait eu la tête, donc Armand, avait eu la tête totalement fracassé par les tirs de balles. Et il y avait du sang il était méconnaissable, évidemment, et il y avait du sang par terre, et il y avait un chien, il y avait un espèce de gros chien de boucher, là, le chien qui léchait le sang de son cousin. Donc c'est vrai que c'est émouvant, quelque part, c'est triste, hein. Et alors Chateaubriand ensuite suivra la carriole qui emporte son cousin mort euh, jusqu'au cimetière, pas très loin, je ne sais pas où il se trouve maintenant. On sait que Chateaubriand est inhumé à Saint-Malo. Armand, je n'ai pas vérifié. Ainsi se termine cette affaire Chateaubriand. Cette affaire Armand de Chateaubriand s'achève. Ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera pratiquement la dernière tentative. Il y en aura une en 1812, mais qui échouera lamentablement aussi. Ça sera quasiment la dernière tentative de ce qu'on appelait d'acheminer la correspondance des princes sur les côtes de France. D'essayer de susciter un petit peu une révolte royaliste sur les côtes du nord de la Normandie, de la Bretagne. Bon, finalement, on sait finalement que ça ne viendra pas de là, puisque après le régime napoléonien va s'effondrer de lui-même. Donc le temps va jouer finalement ensuite pour Louis XVIII. Voilà. J'en ai donc terminé avec mon affaire Armand, pratiquement Armand de Chateaubriand. Chateaubriand, lui, sera tout à fait digne dans cette affaire. Bon, il a essayé de sauver la vie de son cousin Armand, il n'a pas pu. Il s'occupera de son fils. Car comme j'ai dit, Armand de Chateaubriand s'était marié avec une jeune femme qui, elle, habitait à Jersey. Son épouse, je crois, décédera peu de temps après, laissant un fils, sans doute assez jeune. Et Chateaubriand s'occupera de son petit cousin, qui s'appelait Frédéric, que son père Armand prénommait Feydeau, moi j'ai lu Feydeau, très bien. Et Chateaubriand s'occupera de son petit cousin en le faisant rentrer dans les gardes du corps de Monsieur Frère du Roi, c'est-à-dire le comte d'Artois, futur Charles X. Et ce Frédéric poursuivra sa carrière, il entrera après dans un régiment de cavalerie, je crois, il se mariera lui-même et aura 2 fils. Après, je ne sais, est-ce qu'il y a encore des descendants Chateaubriand de cette branche-là alors qu'il est, c'est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est cette affaire Armand Chateaubriand qui est assez méconnu finalement et que je voulais, que moi j'ai abordé par hasard, que j'ai eu l'occasion d'aborder par hasard l'année dernière. C'est pour ça que pour ce retour un petit peu de mes vidéos, je me suis dit bah ça peut être intéressant plutôt que de parler toujours des grands faits napoléoniens que d'autres historiens vont faire bien mieux que moi. Bah, pourquoi ne pas aborder des faits beaucoup moins connus et des personnages comme Armand de Chateaubriand qui est mort pour c'est honorable, hein, qui est mort pour ses convictions, royalistes. Voilà, je vais vous donner. Alors, je vais faire une chose. Je vais vous présenter. J'ai sans doute oublié de dire des petites choses, hein, mais c'est vraiment, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote. Je crois même n'avoir quasiment rien oublié. J'avais pas quelques petites notes. Je vais vous donner la biographie, simplement. Pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui voudraient encore plus, n'auront qu'à me le demander, hein, un petit message. Je vais vous donner rapidement la petite biographie sur laquelle je me suis appuyé. Alors je me suis appuyé essentiellement sur celui-ci. Ça c'est un livre ancien. Voilà, bon, c'est toujours pas. Alors j'ai un ordinateur neuf, hein, voilà, qui me donne pas pleine satisfaction, mais qui fonctionne mieux, qui fonctionne mieux que celui du printemps dernier. Voilà, on voit pas grand chose, hein, c'est un livre. Voilà. Alors ce livre s'appelle ce livre s'appelle oui, La police et les chouans. La police et les chouans sous le consulat et l'Empire. Et ce livre est écrit par Ernest Daudet. Et c'est un livre qui date de 1895. Ça date pas de long. Et je me suis appuyé essentiellement beaucoup sur celui-ci pour préparer ma petite intervention. Et Ernest Daudet, j'en ai parlé une fois. C'est le frère méconnu d'Alphonse Daudet. Un frère d'Alphonse Daudet, tout simplement. Et Ernest Daudet, il était écrivain et journaliste et il s'est mis un petit peu à l'histoire et il a écrit quelques bouquins d'histoire. Et celui-ci, ma foi, est très très bien fait. Et il consacre un chapitre à ce que j'ai appelé la correspondance des princes,
l'agence de Jersey, je vais y arriver, pardon, l'agence de Jersey, et notre fameux Armand de Chateaubriand. Voilà, voilà. Un second livre qui s'appelle, alors celui-ci qui est vraiment très 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 complet, moi que je n'ai pas lu en entier, qui s'appelle Armand de Chateaubriand, correspondant des princes entre la France et l'Angleterre. Et ça, c'est un livre paru en 1910, signé Eugène Herpin. Un livre qu'on peut trouver sur Internet. Très bien. Moi, je me le suis téléchargé sur Gallica. Vous savez, Gallica, c'est le site de numérisation de la Bibliothèque nationale de France. C'est un bouquin qui fait plus de 300 pages. Eugène Herpin était bien placé pour écrire ce genre de choses, car il était président de la société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo à l'époque. Donc vous pensez bien qu'il avait accès aux archives, il était bien placé pour écrire une biographie. Donc c'est une biographie très complète d'Armand qui raconte sa jeunesse, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est évidemment ses aventures sur les côtes de Bretagne, etc., son arrestation, son procès et son exécution. Ensuite, vous avez un autre que je n'ai pas pu consulter, il est introuvable, qui s'appelle Émigré et Chouan. Voilà, Émigré et Chouan, paru lui aussi en 1895, comme le livre d'Ernest Daudet, et qui lui a été écrit par le comte de Contade. Qui était le comte de Contade? Il s'appelait Gérard de Contade. C'était un descendant, ça devait être son petit-fils, voilà, hein, du comte de Contade sous l'Empire, qui était comte de l'Empire, mais plutôt royaliste d'ailleurs, mais il avait été comte de l'Empire quand même, et ensuite il sera pair de France. Il appartiendra à ce qu'on appelait la Chambre des Pairs. Hein. Vous savez, c'était un petit peu le Sénat de l'époque, hein, la Chambre des Pairs. Hein. Bon, finalement, la Chambre des Pairs a été commencé définitivement supprimée, abolie en 1848. Mais il y avait beaucoup de ces gens-là, des royalistes très bien, etc., qui siégeaient, en plus c'était héréditaire, c'était bien, et qui siégeaient à la Chambre des Pairs. Mais lui était comte d'Empire. Donc ce comte de Contade a écrit ce livre également en 1884 et il consacre un article, moi j'ai lu quelque chose, mais le bouquin est introuvable. Il consacre un chapitre à Armand de Napoléon. Un autre livre plus généraliste qui s'appelle Les royalistes, oui, bah il est là, Les royalistes et Napoléon. Alors lui qui est un livre beaucoup plus récent, qui est paru en 2009, écrit par un historien, Jean-Paul Berthaud, décédé aujourd'hui. Jean-Paul Berthaud, historien universitaire, je crois, prof à la Sorbonne, et qui a écrit beaucoup de... Moi, c'est un auteur que je ne connais pas, sincèrement, Jean-Paul Berthaud, c'est que j'ai découvert, et qui a écrit beaucoup de livres, notamment sur l'Empire. Et là, il a écrit ce livre que je vais vous présenter. Voilà, c'est celui-là. Alors, moi, je l'ai compulsé pour préparer ma petite vidéo. Voilà, Jean-Paul Berthaud. Voilà, les royalistes et Napoléon. Alors là, dans ce bouquin, Jean-Paul Berthaud vous raconte tout par le menu. C'est-à-dire, il ne parle pas que d'Armand, évidemment, il va parler du débarquement de Quiberon, de Cadoudal, de Pichegru, de Louis XVIII en Angleterre, de Hyde de Neuville, de trucs, de machin. Il raconte vraiment tout ça. C'est un boulot universitaire, là, pour le coup. Vraiment très très bien. Et plus près de nous, ça ne vous aura pas échappé, Eugène Herpin a écrit son bouquin en 1910. Bon, Armand de Chateaubriand, évidemment, c'est un personnage qui est d'une importance mineure, il faut bien le dire quand même, dans ce qu'on a appelé l'épopée napoléonienne. Quand on parle de Chateaubriand, évidemment, on connaît surtout François René, hein, bien entendu, son cousin est beaucoup plus, je dirais, tombé dans l'oubli. Eugène Herpin a écrit sa biographie en 1910, et il aura fallu attendre un siècle pratiquement pour avoir un autre livre, puisqu'en 2018, c'est tout récent, il y a 2 ans, en 2018 est paru un livre qui s'appelle Armand de Chateaubriand. Bah, pareil, moi je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas. Je me demande si c'est pas une biographie un petit peu romancée, mais bon. Armand de Chateaubriand, le cousin de l'enchanteur. L'enchanteur, c'est François René. Le cousin de l'enchanteur dans la tourmente révolutionnaire. Voilà. Livre paru en 2018 et par un monsieur qui s'appelle Michel Désir. Michel Désir est membre administrateur d'une association des Amis de Chateaubriand, donc le romancier. Et alors lui, il s'est mis à l'écriture une fois à la retraite, et il a même poussé, je dirais, un petit peu la chose, le mimétisme, presque, je dirais, jusqu'à
une fois à la retraite, aller s'installer là-bas. C'est-à-dire il vit à Saint-Cast-le-Guildo. Donc sur place, évidemment, il a pu s'imprégner. Il raconte ça dans son bouquin. Il fait les chemins comme ça sur la lande bretonne, on va dire, les chemins que parcouraient les espions royalistes à la nuit tombante, évidemment, etc., pour pas être repérés par les gendarmes et douaniers napoléoniens, et notamment Armand. Donc il raconte tout ça dans son bouquin, et c'est sans doute très intéressant à lire. J'en ai terminé avec mon... J'en ai terminé, oui, oui, oui. J'ai déjà... Oh là là, j'ai déjà bien parlé, je crois. Je parle, mais voilà. Alors, cette vidéo est terminée. Je pense, parce que je vois qu'il y a 3 personnes. Donc je pense que ça fonctionne. J'ai un ordinateur neuf. Bon, il est pas... Bref, moi il me plaît pas, mais il fonctionne. Mieux que l'autre qui m'a définitivement laissé tomber. Donc c'est pour ça que l'idée m'est venue de refaire une petite vidéo, même si je suis sans doute trop bavard. C'est ce qu'on quelqu'un m'a dit ça encore hier, je crois, avant-hier. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je vois qu'il y a encore 3 personnes, très bien. Et donc j'ai un ordinateur neuf, formidable. Je suis passé à la fibre, très bien. Donc j'espère qu'on me voit, j'espère surtout qu'on m'entend, car il y avait eu beaucoup de problèmes de son. Donc cette vidéo est terminée, on pourra sans doute la voir en replay. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous souhaiter un bon dimanche confiné, surtout prenez bien soin de vous, hein, c'est ça le principal. Et je reviendrai peut-être dans pas longtemps, mais il faut que je prépare mon sujet. J'aimerais bien pouvoir aborder des personnages comme ça qui sont peu connus, qui sortent de l'ordinaire. Je ne vais pas parler, moi je ne suis pas historien, je ne vais pas vous raconter des bêtises sur Joséphine, sur Waterloo, sur que sais-je. Mais par contre, je peux potasser un petit peu mon sujet sur des personnages beaucoup moins connus, sans grand risque, à mon avis, de raconter des énormités. Et je reviendrai probablement dans quelques temps pour évoquer une affaire, alors qui, elle, se déroule sous consulat, je n'en dirai pas plus, qui s'appelle l'affaire Clément, l'affaire qui est connue quand même des Napoléoniens, qui s'appelle l'affaire Clément de Rys. L'affaire Clément de Rys. L'enlèvement de Clément de Rys. C'est pareil, c'est relativement mineur dans l'épopée napoléonienne, bien entendu. Et laquelle affaire fait toujours intervenir, bien entendu, les espions de Fouché, les royalistes, la police, les gendarmes, etc. Donc c'est pas inintéressant d'en parler. Et quand j'aurai fait ça, je reviendrai peut-être, je ne sais pas en fin d'année ou plus tard. J'ai prévu de faire 3 vidéos. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit suivre toujours là, qui est au courant, mais qui nécessite quand même une préparation de certaines choses. Il y a des points qu'il faut que je vérifie, etc. Et il y en a une pour le coup, il faut que certains livres que je n'ai pas fini de compulser de lire. Une vidéo, la première, que je ferai sur les auteurs, moi je voulais appeler ça les auteurs maudits, mais je n'appellerai pas ça comme ça, les auteurs, les écrivains anti-napoléoniens. Et on sait qu'il y en a eu un certain nombre, et il y en a eu pas piqué des vers, hein, pas piqué des hannetons. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont très très bien, les auteurs anti-napoléoniens. Alors, sans aller plus avant, mais je vous parlerai par exemple d'un certain fort connu, hein, c'est quand même, je vous parlerai d'un certain Henri Guillemin, bien entendu. Voilà, notamment Henri Guillemin. Voilà. Ça, première vidéo. Deuxième vidéo, je vous parlerai, alors là, je raconterai, j'essaierai de brosser, sans entrer dans les super détails, mais quand même, je voudrais faire un truc quand même pas exhaustif, mais quand même très large, vous brosser. Alors c'est un sujet qui ne passionne pas les foules, qui est un sujet un peu sulfureux comme on connaît et tout, mais que je pense qu'on mérite quand même d'être abordé, car c'est quand même quelque chose qui revient de temps en temps dans les médias, même si la plupart des gens, enfin, les napoléoniens du moins, même moi-même d'ailleurs en un sens n'y crois guère, c'est le sujet de la substitution. Sujet qui fait fantasmer un peu, voilà, donc je vous raconterai cette histoire de moi-même, j'ai été impliqué dans ce, comme on le sait, hein, certains le savent que je me suis impliqué dans cette affaire de substitution à un moment donné, et donc je vous parlerai de la substitution, et en 2 mots, c'est qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient, mais qui connaîtraient, les quelques rares, je ne sais pas, qui ne connaîtraient pas
La substitution, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la théorie, enfin c'est la théorie, c'est un bien grand mot, une hypothèse, on va dire, qui consiste à dire que la dépouille mortelle de Napoléon ne se trouverait pas dans son tombeau des Invalides à Paris, mais qu'on lui aurait substitué quelqu'un d'autre. La substitution. On parlera de ça. C'est pas inintéressant d'en parler, ça fait parler de pas mal de choses, voilà. Des à côté, voilà. Et troisième vidéo qui découle un peu, mais pas forcément qui découlera un peu de la deuxième, de la substitution, parce que le personnage est lié à cette histoire de substitution, mais on peut très bien le traiter indépendamment de la substitution. Je ferai une troisième vidéo, quand je n'en sais rien, consacrée à un espion. Alors lui, c'était pas un espion de Fouché, mais c'était un espion de l'empereur, quand même. Il était corse, et ce personnage, connu, certains connaissent, ce personnage contemporain de Napoléon s'appelait Cipriani. S'appelait Cipriani, et c'est un personnage qui me, comment dirais-je, qui me tient à cœur et sur lequel j'effectue des recherches historiques personnelles, mais je ne vous dirai pas tout, je ne vous raconterai pas tout. Donc. Voilà. En tout cas, c'est terminé. Je vous souhaite. Ça va faire 1h30. Mon Dieu, ça tourne, ça tourne. La vidéo sera visible en replay. Voilà. Moi, je sais que j'ai une nièce qui est prof d'histoire qui m'a dit avec ses enfants qu'elle ne pourrait pas regarder, mais qu'elle viendrait plus tard. Elle sera en replay sur Facebook. Très bien. Et je la diffuserai, comme on le sait, sur ma chaîne YouTube. Parce que j'avais une chaîne YouTube depuis des années que je ne voulais pas me servir. Et finalement, toutes mes précédentes vidéos du printemps sont visibles sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, c'est simple, vous tapez mon nom, vous tapez Philippe Barthelemy en minuscule, sans accent, sans rien du tout. En bonne logique, vous devriez tomber sur ma tête. Et vous pouvez retrouver mes vidéos du printemps qui n'étaient pas toujours très bonnes. Il faut bien dire, surtout au niveau du son. Et là, j'espère, personne ne s'est manifesté, je ne sais pas. J'espère que l'on m'a entendu. Il est 19h27, presque 19h30. 1h30, c'est beaucoup. Je parle. Et au printemps, j'ai fait des vidéos qui ont frôlé les 2 heures. Donc. Ah, bon, bah, c'est ainsi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention, surtout la situation est toujours difficile et bah, peut-être, comme je viens de dire à l'instant, peut-être à une prochaine fois. Voilà. Bonne soirée.